ça. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la deuxième partie de Soir Info Week-end. Nous accueillons de nouveaux invités, parmi lesquels Aurélie Gros. Bonsoir. Bonsoir. Maire DVD de Coudray-Monceau. Vous êtes également présidente du mouvement La France Vraiment. À vos côtés, Richard Bouygues. Bonsoir. Bonsoir. Premier adjoint PS à la mairie du 12e arrondissement de Paris. Ça n'a pas changé. Et Jean-Pierre Lecoq. Bonsoir. Après place sur le plateau, maire LR du 6e arrondissement, conseiller régional d'Île-de-France. William Tay nous fait l'honneur de rester une deuxième heure. Merci beaucoup. Alors, la question qu'on se pose pour commencer, c'est quel avenir pour le Rassemblement national? Après les résultats décevants aux élections régionales, certains décrivent un parti en pleine remise en question. Le Rassemblement national tient son congrès ce week-end à Perpignan, dans la ville tenue par Louis Alliot. Marine Le Pen doit remobiliser ses troupes alors que les critiques s'élèvent sur la stratégie de dédiabolisation et l'ouverture aux candidats extérieurs. D'abord, un premier tour de plateau. Comment voyez-vous ce positionnement aussi du Rassemblement national, dont on dit qu'il a un peu perdu envergure avec ses résultats aux élections régionales? Oui, enfin, les résultats des élections régionales, chacun les connaît. C'est déjà marqué par une très forte abstention en raison des conditions des scrutins. On reviendra dessus tout à l'heure. Alors certes, le Front National avait été donné très haut par les instituts de sondage, mais ce n'est pas la première fois que les instituts de sondage se trompent. Et il est clair que la faible participation a sans doute influé. Après, les partis politiques, quels qu'ils soient, souffrent. Nous sortons du Covid. Et le Covid a écrasé beaucoup de choses. Les libertés, l'économie, y compris les partis politiques. Donc et puis enfin, les élections régionales, c'est vrai que ça ne passionne pas si forcément souvent. les foules qui ont envie, après le Covid, de faire autre chose, de s'occuper de soi, de sa famille, de ses enfants, de son travail. Donc je pense qu'il ne faut pas en tirer de conclusions définitives. D'accord. Aurélie Gros, sur le positionnement du Rassemblement national, dont on dit aussi qu'il perd quelque part, aussi sur les thématiques dont tous les autres partis s'emparent. Je dirais qu'au-delà de l'abstention, et je rejoins mon collègue, si j'étais d'humeur à plaisanter, je dirais que le Rassemblement national, en fin de compte, est devenu un parti comme tous les autres et qu'aujourd'hui, on a pu observer que malgré des sondages qui étaient plutôt favorables, ça, on les a vus, on nous a rabâché à la télévision des scores relativement importants du Front National. Les Français ont choisi face à des propositions concrètes et non pas des propositions qui jouaient systématiquement sur les peurs des Français. Si on prend l'élection régionale, je pense que l'erreur du Front National, du Rassemblement national, excusez-moi, pour le coup, ça a été de jouer systématiquement sur la sécurité qui n'était pas une compétence régionale et que les Français se sont rendus compte que les présidents sortants, sur l'Île-de-France, Valérie Pécresse, mais on peut prendre Xavier Bertrand, tous les autres, évidemment. C'était le quotidien des Français qui était géré au quotidien. Donc, le Rassemblement national, dans son positionnement, à mon sens, il faut qu'il ait des vraies propositions et non pas de jouer systématiquement sur les angoisses, surtout en cette période difficile et où le pays a besoin de se redresser. En même temps, on a entendu Marine Le Pen aussi délaisser certaines thématiques, justement, sécurité, immigration, pour plus parler de la dette. Ça, c'était un repositionnement. Ou est-ce que c'est ça qui peut-être ne leur a pas... Il faut des propositions en face. Oui. Il faut des vraies propositions. Or, aujourd'hui, on n'a pas vu la queue d'une proposition, si je puis me permettre. Voilà. Richard Bouygues, on a aussi dit que... On peut se poser la question, que reste-t-il comme thématique au Rassemblement national quand la gauche, qui a été accusée de délaisser certaines thématiques, a décidé de s'en réemparer, justement, immigration, sécurité, et c'est ce qui peut expliquer que le Rassemblement national ait moins de prise sur ces thématiques-là auprès de ses propres électeurs? Oui, mais je ne sais pas si c'est vraiment la question qui est posée fondamentalement. D'abord, c'est un peu un congrès pour rien, en réalité. Parce qu'il y a des questions qui se posent de la part des cadres et des militants, notamment sur le fait qu'il y a une centaine de conseillers régionaux de moins, il y a la moitié des conseillers départementaux de moins pour le Rassemblement national. On se dit que c'est quand même une vraie piqûre de rappel et ça peut susciter le débat. Mais en réalité, le débat, il est déjà clos puisqu'il n'y a qu'une ligne, c'est celle de Marine Le Pen. Elle n'a pas d'opposition aujourd'hui. La dédiabolisation, il n'y a rien en face. Et ce n'est pas les propos de Jean-Marie Le Pen sur la virilité ou pas la virilité qui vont faire à un moment donné le débat au sein du Front National. La réalité, c'est qu'il n'y a aujourd'hui qu'une voix. Donc en fait, ce congrès qui normalement doit accoucher d'une stratégie a déjà validé la stratégie. Donc ce n'est pas tellement sur ce propos-là, je pense, de la stratégie que ce congrès peut être intéressant. Et c'est même pas sur l'élection du Conseil national, puisque c'est le bureau national au Rassemblement national qui dirige, et pas ceux qu'on va élire à l'issue de ce congrès. Donc en gros, la question n'est pas là. La question, c'est que fait le Front National de ce congrès pour essayer de se relancer après ce qui s'est passé, qui est un déboire. Mais encore une fois, attention, le déboire, il est réel. Mais par rapport à 2015 uniquement, si vous prenez les autres élections,
c'est moins un déboire, c'est la moins mauvaise élection après 2015. Donc ils ont quand même un score, il n'est pas celui de 2015 et ça c'est une vraie déception. Il n'y a pas la stratégie qui était d'implanter un réseau de conseillers régionaux, de conseillers départementaux comme le voulait Marine Le Pen, mais il y a quand même un socle pour Marine Le Pen dans les sondages qui peuvent encore se tromper, mais ce socle il est encore là et c'est une autre élection que l'élection présidentielle et donc il faudra ne pas sous-estimer parce que là il y a une tendance à dire que le Front National n'est plus une menace, que finalement il est en train... Ce duel Macron-Le Pen finalement n'aura pas lieu. Oui, mais ça ne veut pas dire que pour autant le potentiel électoral de Marine Le Pen, lui, s'est affaissé avec les conseillers départementaux et régionaux en moins du Front National. Il y a deux interrogations sur le Rassemblement national. Un, c'est la stratégie, et deux, ce sera sur Marine Le Pen. Sur la stratégie, de plus en plus, on dit que le Rassemblement national devient un parti comme les autres. Mais s'il devenait un parti comme les autres, pourquoi est-ce qu'il prend un front républicain de très grande ampleur en pagaille qui n'arrive pas à atteindre 51%, alors que sur toutes les autres régionales, c'est celui qui est arrivé en tête au premier tour qui a gagné au second tour. Donc le Rassemblement national, à la fois se normalise, mais en même temps pas assez, et continue à être diabolisé par une grande partie de l'électeur, notamment de gauche, qui vote contre lui pour le faire barrage au second tour. Sur la question de Marine Le Pen, il y a une incompatibilité, c'est que lorsqu'elle a pris le parti en 2010, elle a récupéré à la fois une partie des déçus de la gauche sur la fronde sociale et une partie des colères de la droite sur le front régalien et sur la question de la nation. Mais elle est en train de perdre des deux volets parce qu'elle parle quasiment plus de nation, parce qu'elle a atténué son discours sur l'Europe. Elle reprend plus les discours anti-européens, en tout cas à minima eurosceptiques, pour se normaliser, se centriser de plus en plus. Et sur la question des questions économiques et sociales, elle est en train de tenir un discours classique comme l'aurait pu tenir François Hollande, Emmanuel Macron ou un parti de droite classique sur la question des gestions des dépenses publiques et de la dette. Et donc du coup, elle incarne plus un parti révolutionnaire qui incarne la colère. Donc c'est normal en fait que les gens ne votent plus pour eux parce que quand on prend les sondages, en fait le Rassemblement national et son niveau d'électeurs est au même niveau que la République en marche et le Républicain. Ce serait selon vous l'évolution, la courbe de l'évolution logique d'un parti politique. Et en fait le reste du vote du Rassemblement national qui lui permet d'atteindre 30, voire 35, voire 40%, ce sont ceux qui se déclarent non affiliés partisans. Mais pourquoi est-ce qu'un non affilié partisan apolitique voterait aujourd'hui pour le Rassemblement national qui n'incarne absolument plus rien et dont en plus je rajouterai un point, c'est que Marine Le Pen a aujourd'hui tué le Rassemblement national. C'est depuis le débat du second tour, elle a montré qu'elle ne pouvait pas incarner l'alternance politique à Emmanuel Macron ou aux autres partis de gouvernement parce qu'elle n'était pas en capacité de gouverner. Et la difficulté pour elle d'ici 2022, c'est qu'on va changer de thématique pour passer du sécuritaire à l'économique et social et qu'elle n'a aucune capacité économique. Elle est capable de défendre des téléphones mobiles et des turbines. Ce qui est compliqué pour elle. Ça fait sourire Jean-Pierre Lecoq. Oui, non, mais c'est une analyse très brillante de mon voisin. Simplement, d'ailleurs, vous aurez peut-être raison. Peut-être que l'année prochaine, ça vous donnera raison. Enfin, il faut toujours se méfier. Une élection présidentielle, c'est une élection particulière. Les élections régionales, on a vu aussi que c'était particulier. Deux remarques. C'est vrai que peut-être la confrontation qu'avait instaurée Emmanuel Macron, parce que après avoir tout fait pour reporter les élections régionales, s'il avait pu s'asseoir dessus d'ailleurs ou les supprimer, il l'aurait fait avec plaisir. Mais bon, elles ont eu lieu finalement au mois de juin. Et là, il a fait du mauvais en même temps comme d'habitude. C'est-à-dire qu'il a nationalisé le scrutin. Il a essayé de nationaliser le scrutin et d'instaurer son futur face-à-face Rassemblement national, République en marche. Est-ce que le Rassemblement national n'a pas été un peu aussi victime de ce face-à-face avec un parti? Le Rassemblement national a fait exactement la même chose. Avec un parti qui n'existe pas, oui, mais justement, à partir du moment où les foules n'étaient pas au rendez-vous, pour tout un tas de raisons, on verra tout de suite, on est revenu sur la thématique régionale, et c'est pour ça que les présidents de région, de droite comme de gauche, ont été réélus. Deuxième remarque, ça on n'en parle jamais, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas un problème dans ce pays que le Rassemblement national, qui est une affaire de famille? C'est une affaire de famille. Justement, le grand-père, dans la famille Le Pen, vous avez le grand-père, vous avez les filles. Qu'est-ce que ça change selon vous? Qu'est-ce que ça induit? Non mais ça induit qu'on se lasse de tout. Et on se lasse un peu. Famille ou pas famille, on peut se lasser. De la famille Le Pen, si vous voulez. On le voit bien. Donc un vrai parti. Regardez les partis d'extrême droite, je ne suis pas en train de faire l'apologie de l'extrême droite, mais dans d'autres pays, ils arrivent, si vous voulez, autour d'une thématique, à générer des leaders. Là, vous avez la fille, le gendre, l'ancien gendre, la petite fille, là... Enfin bon, c'est extraordinaire. Et des candidats inconnus de tous qui débarquent dans des cantons ou à la région, que personne ne connaît, qui arrivent presque sans programme, sans faire aucune élection, parce qu'ils savent
qu'au premier tour, ils vont générer un vote contestataire sur des problématiques locales, d'insécurité à ce moment-là, des gens qui ne sont pas vraiment contents et qui vont exprimer ce choix-là. Au lieu de voter blanc, ils vont voter RN. D'ailleurs, on remarque dans les villes, en tout cas moi j'ai dépouillé la mienne, qu'au premier tour le taux était beaucoup plus élevé du Front National qu'au second, donc il y a eu une déperdition de voix, mais tout simplement parce qu'il y a l'effet colère, et au second tour il y a l'effet gestion publique et qui est le plus sérieux pour avoir des propositions et les mettre en pratique. Et je suis d'accord sur le fait que le débat par exemple de Marine Le Pen au présidentiel a montré clairement qu'elle n'était pas en capacité de gérer, en tout cas qu'elle n'avait pas les propositions nécessaires pour montrer une gestion qui pourrait sortir le pays du marasme. Et quand il y a des bons à l'intérieur du Rassemblement national ou du Front national, souvent ça se termine par des purges. Regardez, reprenez l'histoire. Maigret purgé, Philippot purgé, etc. etc. Ouais, ils n'ont pas encore, je pense, le Rassemblement national sur ces élections régionales, là où il a, je pense, que pâti le plus, c'est qu'il n'est pas apparu comme un parti de solution. Donc en gros, il n'a pas incarné une alternative et une solution forte et qui montre qu'une région qui serait dirigée par le Rassemblement national aurait quelque chose qui changerait véritablement la vie des gens. Il y a dans son électorat la sensation que ça passe par l'élection présidentielle et pas nécessairement par une élection régionale, parce que les candidats ne sont pas forcément les plus crédibles avec les propositions qui sont les leurs pour incarner une alternative en région comme en département d'ailleurs. Et parce que dans les précédents mandats aussi, ils n'ont pas joué le jeu Bien sûr, de voter les bonnes mesures qui étaient proposées, même si ce n'était pas de leur majorité. Je parle notamment du bouclier sécurité Île-de-France. Ils ont refusé de le voter. La charte de la laïcité pour les associations, etc., ils ont refusé systématiquement de voter. Donc les Français, ça leur parle quand même. Alors justement, on va écouter Thierry Mariani, qui est député RN au Parlement européen, justement sur l'effort de crédibilisation que Marine Le Pen doit poursuivre selon lui. Pendant longtemps, le Rassemblement national, ou plutôt le Front national, était un parti d'opposition qui pensait que jamais il pouvait accéder au pouvoir. Aujourd'hui, dans un certain nombre de villes, et Perpignan en est l'exemple, on a prouvé qu'on savait gérer des villes aussi bien et même mieux que les autres, puisque la quasi-totalité de nos maires ont été réélus. Je ne sais pas tellement ce que ça veut dire, dédiabolisation, recentrage ou quoi que ce soit. Je pense qu'au moment des élections présidentielles, Marine Le Pen doit montrer qu'elle est crédible. Et c'est ce travail de crédibilisation qui, à mon avis, doit continuer. Alors, vous avez plusieurs sur ce plateau dit Front National au lieu de Rassemblement National. Je sais que ça arrive souvent. Peut-être pas Richard Bouygues. Si, je ne dénoncerai personne. Mais c'est intéressant parce que justement, par rapport à la crédibilisation, il y a Jean-Marie Le Pen aussi qui est revenu dans le débat et qui exhorte le parti à revenir à ses fondamentaux. Et il l'a dit lui-même, à remettre de la virilité là-dedans. C'est primordial ça, si le Rassemblement National veut se rassembler justement pour 2022 ? Ou ça fait sourire simplement ? Non, mais il met exactement le doigt là où ça fait mal, comme d'habitude, Jean-Marie Le Pen, dès qu'il s'agit de Marine Le Pen. Donc c'est une histoire de famille entre eux qui dure depuis un petit moment. Mais plus fondamentalement, c'est quoi la ligne proposée par Jean-Marie Le Pen ? C'est de revenir à ce qu'était le Front National à l'époque, c'est-à-dire avec des résultats qui sont moindres et avec des stratégies qui ne permettent encore moins de craquer le plafond de verre du Rassemblement national. Je pense qu'en fait, la ligne qu'il propose est une ligne qui est passéiste. Alors certes, elle marche sur une partie de l'électorat, mais elle ne marche pas dans les stratégies. Enfin, franchement, je trouve que c'est un débat entre eux qui dure depuis un moment. On s'attendait à ce type de réponse, à ce type de réaction. Elle existe, mais fondamentalement, ça n'incarne pas du tout une ligne face à Marine Le Pen. En revanche, ce que dit Thierry Mariani est plus intéressant sur la nécessité pour la candidate de se crédibiliser, ce qui veut quand même dire que lui-même a des doutes sur ce sujet-là et qu'il dit que c'est sur ce point-là qu'il faut que le parti travaille. Il accuse aussi le coup du week-end dernier. Donc ça, oui, mais comme il l'a fait le dit sur la Robert Ménard. Et Julien Audoul sur votre antenne ne disait pas la même chose. Oui. Voilà. Oui. Donc Thierry Mariani ne le dit pas uniquement parce qu'il a perdu. Je pense qu'il sait que pour gagner, il y a des choses qui doivent véritablement évoluer. Et en même temps, je suis persuadé que sur les débats et les sujets qui seront sur l'élection présidentielle, le Rassemblement national aujourd'hui n'est pas prêt dans les solutions crédibles à apporter aux Français. La difficulté de Marine Le Pen, c'est en fait, si elle parle comme Trump, elle tient le discours d'une droite plutôt classique, en fait, sur tous les éléments. En fait, on ne voit pas aujourd'hui, si Marine Le Pen arrive à la place d'Emmanuel Macron, pourquoi est-ce qu'elle ferait mieux qu'Emmanuel Macron sur l'ensemble des sujets ? Est-ce qu'elle changerait la politique du quoi qu'il en coûte ? Est-ce qu'elle ferait une politique sécuritaire qui serait différente de Gérald Darmanin ? Sur l'immigration, pareil. Sur la politique européenne, est-ce qu'elle quitterait la zone euro ? Est-ce qu'elle contesterait le leadership allemand ? Est-ce qu'elle contesterait en fait la politique d'Emmanuel Macron sur l'ensemble des niveaux ? Actuellement, ce n'est pas le cas. Et en plus, elle a une deuxième problématique
problématique, c'est qu'à la fois, elle ne changerait pas de ligne, tout en étant moins de capacité qu'Emmanuel Macron sur ses propres thèmes. Aujourd'hui, personne ne penserait que sur ces thèmes, Marine Le Pen ferait mieux qu'Emmanuel Macron sur la gestion des dépenses publiques, la dette, la gestion des flux migratoires, le régalien, etc. Quel ministre, en fait, de Marine Le Pen ferait mieux que les ministres d'Emmanuel Macron actuellement? C'est toute la difficulté. Je pense que c'est pour ça que Jean-Marie Le Pen le sait. Et il dit en gros, comme vous êtes moins bon, vous avez une crédibilité gouvernementale moins élevée que celle de La République En Marche, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de jouer hors système parce que vous êtes plus incompétent qu'eux. Un dernier mot, Jean-Pierre Lecoq, et puis on passe justement à La République En Marche. Pardonnez-moi, il y a quand même deux perdants, le Rassemblement national et La République En Marche. Les forces de droite classiques et les forces de gauche peuvent espérer revenir dans le débat présidentiel. Oui, quant à ce que vous avez dit, pardonnez-moi, la politique d'Emmanuel Macron, c'est, je dirais, du en même temps, mais c'est du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en réalité, je défends la police d'un côté et de l'autre côté, je lui crache dessus. Je dis que je maîtrise le flux migratoire, mais je n'arrive pas à expulser. Pourquoi ? Parce que c'est très compliqué, il faut des accords avec les pays qui reviennent, etc., etc. Et puis, on est bloqué. Maintenant, le fond de l'affaire, c'est qu'on est bloqué, effectivement, par des protocoles européens et des lois européennes qui nous enserrent. C'est pour ça qu'on n'aura aucun des deux qui sera élu en 2022. Ah bah on verra. Attendez, encore un peu tôt pour lire dans la boule de cristal. Je pense qu'on s'avance un peu. Mais je souhaiterais vous ayez raison. Bon. Alors, vous le disiez justement, deux gros perdants, parmi lesquels La République En Marche. On y vient justement à cette remise en question qui doit peut-être s'opérer aussi au sein du parti présidentiel. Il faut moins de visio et plus de bistrot. Voilà en quelques mots la façon de faire de la politique que doit mener la majorité présidentielle selon Gérald Darmanin. Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Intérieur analyse la défaite de La République En Marche aux élections régionales. Il définit la ligne à suivre. On va y venir dans un instant. On va d'abord écouter ce qu'en pense Maude Bréjot, qui est porte-parole de La République En Marche. Donc Gérald Darmanin a raison de nous rappeler que la politique, ça se fait pas autour d'une table, dans une réunion ou dans des conférences sur en Facebook, visio, sur Twitter ou sur Instagram. ou sur les réseaux sociaux. Bon, ça contribue, mais pas uniquement. Et il y a besoin, à un moment, je pense, de sauter dans un TER, de faire le tour des départements, d'être accueilli par le référent local, d'aller rencontrer les militants, de boire un café avec eux ou une bière avec eux, fonction de l'heure de la journée, Voilà. d'aller échanger avec les commerçants, de rencontrer la presse quotidienne locale, et puis de repartir le soir avec le TER de 23h. C'est fatigant, ça demande beaucoup d'investissement, ça demande de sillonner le terrain encore une fois. Voilà, sillonner le terrain. Et Gérald Darmanin dit qu'il faut être plus concret. Un mouvement politique doit être enraciné. Partout où le numérique a remplacé le contact physique, la sanction des régionales a été forte. Et il souligne qu'il y a sans doute un problème culturel à La République En Marche. À qui s'adresse-t-il quand il dit cela ? Mais attendez, La République En Marche, c'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement politique, c'est une sorte de secte parlementaire recrutée sur Internet, avec comme grand chef une sorte de gourou, Oui, Emmanuel Macron. qui est président de la République. Implantation. Oui. Quand j'entends cette porte-parole de La République En Marche, elle a l'air de découvrir ce que c'est que la politique. Enfin, je ne sais pas, qu'elle se consacre à autre chose, mais découvrir au bout de 4 ans, dire ce qu'elle dit, mais c'est affligeant, totalement affligeant. Et c'est à l'image de La République En Marche. Le délégué général de La République En Marche, Guérini, il est resté le gentil membre du BDE d'HEC qu'il a été il y a 20 ans. Mais ce ne sont pas des gens crédibles. Bon, donc remise en question nécessaire au sein de La République En Marche aussi. Et si vous voulez, ce qui est insupportable, c'est qu'il donne des leçons à tout le monde. Ce qui est le plus insupportable dans La République En Marche, c'est l'arrogance. Et ça, c'est terrifiant. Oui, quand il appelle à faire preuve d'humilité, je pense que c'est bien, il a raison en politique, il faut toujours faire preuve d'humilité, mais il devrait commencer déjà par lui-même. D'où ma question, à qui s'adresse-t-il quand il dit cela ? Je pense qu'il prend un positionnement parce qu'il sait très bien que La République En Marche n'est pas un parti politique. Parce que La République En Marche, en fin de compte, c'est un mouvement. C'est un mouvement qui a été créé dans le cadre d'une campagne électorale avec une promesse de concertation, de participation de la population. Ce que le président Emmanuel Macron, cette promesse-là, cette promesse initiale qui a attiré beaucoup de monde, il faut être honnête. Ils ont fait une belle campagne présidentielle à l'époque, ça a changé un petit peu. Ils ont insufflé un espoir de changement. Voilà, et la politique autrement, etc. Ils ont créé ce parti politique sans aucune colonne vertébrale, avec comme seule image tutélaire Emmanuel Macron. Or, Emmanuel Macron est président de la République, donc il doit être président de la République de l'ensemble des Français. Il ne peut pas être chef de parti, même s'il l'est
de fait, puisque La République En Marche, de toute façon, LREM, LR, Emmanuel Macron, je ne sais pas, il y avait un jeu de mots là-dedans, très bien. Et aujourd'hui, on a un parti politique avec des personnalités venues de différents horizons, effectivement, en même temps, qui n'a aucune ligne commune. Donc je pense que quand Gérald Darmanin fait la leçon, ce que je trouve assez pitoyable, parce que cette défaite, c'est la sienne également, même si lui a gagné dans son département, très bien, mais c'est aussi sa défaite, parce que l'attitude de La République En Marche dans ses campagnes a été pitoyable, avec des négociations dans certains départements, avec les LR, d'autres avec les P. Ils ont essayé de faire un boubli-boulga là, de je sais pas quoi. Bon, et ce qu'il essaie de faire, c'est tout simplement, à mon sens, de se positionner comme tête de file pour montrer qu'il y a une personne qui a une stature et que lui va ramener et il va inventer cette colonne vertébrale. Richard Bouygues est en train de se dire j'ai presque rien à ajouter à ce constat sévère qui vient d'être fait. Non, mais d'abord, je partage plein de choses de ce qui a été bien évidemment dit, mais ça montre quoi? Que les fractions de 2017, qui a très bien marché pour la présidentielle, ne marchent pas successivement pour tous les scrutins locaux. Au municipal, La République En Marche, ça n'a pas pris. Au départemental, ça n'a pas pris. Au régional, ça n'a pas pris. Ce qui pose un vrai souci pour un parti politique quand, à un moment donné, il n'a pas, en termes de réseau d'élus, ces espèces de capteurs, ces espèces de relations qu'il y a avec les territoires et avec les électeurs et les habitants. Et donc, c'est ça toute la difficulté de La République En Marche, que parfois on a l'impression qu'il y a des propositions où on dit qu'elles sont hors sol, parce qu'en gros, elles ne sont pas discutées sur le terrain avec les habitants, elles ne sont pas concrétisées. C'est vraiment ça. Et là, par contre, sur Gérald Darmanin, moi, je poursuis l'analyse un tout petit peu plus loin. Non seulement chef de file, mais certains disent qu'il est prêt à tout pour arriver à Matignon. Bon, est-ce que c'est pour maintenant ou est-ce que c'est pour plus tard? On verra bien, mais néanmoins, dans la stratégie de Gérald Darmanin, qui est de dire je fais la leçon, d'une part, je suis très critique sur ce parti qui finalement n'en est pas un. Quelque part, il acte l'acte de décès de La République En Marche que certains déjà ont annoncé plus ou moins à grande voix depuis plusieurs mois. Je pense que Darmanin fixe un cap qui est celui de je suis en capacité d'être le Premier ministre parce que je suis celui qui a l'expérience d'un parti d'avant et qui peut se présenter. Ça ne veut absolument pas dire que ça va marcher, mais vraiment, il est en train de se positionner comme étant celui qui a envie d'avoir les faveurs et à qui il s'adresse. Telle était votre question, Barbara. Et est-ce qu'il ne s'adresserait pas au président de la République là? Directement. Bah ouais. On parlait tout à l'heure du Rassemblement national qui devient un parti comme les autres et qui en fait les frais. Est-ce que La République En Marche, jeune parti novateur qui avait su faire d'espoir finalement, ne s'est pas beaucoup plus rapidement que les autres ringardisé lui aussi et fait les frais comme tous les autres, voilà, dans ces élections? Finalement, ça n'a pas pris et on n'y croit plus. La difficulté de La République En Marche, c'est qu'elle repose sur un fondement, le macronisme. Donc tout vient en fait d'Emmanuel Macron et de sa pensée politique. Le fait principal de ce quinquennat, et ce qui est complètement différent de tous les autres septennats ou quinquennats depuis 1958, c'est que d'habitude, vous aviez une majorité et c'était l'opposition qui gagnait les élections intermédiaires. Quand c'était la droite qui était au pouvoir, c'était la gauche qui gagnait les élections intermédiaires, municipales de 2001, ou quand c'était la gauche qui était au pouvoir, on se souvient des municipales de 83 et de 2014. Désormais, maintenant, on a un découplage avec la fin du cumul des mandats entre les élections nationales et les élections locales. On l'a vu, par exemple, pour les élections européennes, on a reproduit le match de la présidentielle. Par contre, pour les élections locales, municipales, départementales et régionales, ce sont plutôt les sortants en fait, qui ont gagné, notamment parce qu'en fait, il n'y a pas de dégagisme au niveau des sortants. Les gens sont plutôt satisfaits de leur maire, président de département ou président de région. La difficulté de La République En Marche actuellement, c'est que je pense qu'ils vont entamer une nouvelle stratégie qui est similaire à celle entamée par Jacques Chirac et Alain Juppé entre 1997 et 2002, qui est de créer une grande alliance type UMP. Et la difficulté maintenant, c'est une bataille d'influence au sein des différentes chapelles pour savoir qui aura le leadership. Est-ce que c'est les En Marche d'origine, ce qu'on appelait le club de Poitiers, Stéphane Séjourné, Guérini... il n'en reste plus beaucoup. Et En Marche d'origine. C'est ceux qui vont mener l'autre bataille d'influence. C'est plutôt l'aile droite menée par Gérald Darmanin, Thierry Solère, Bruno Le Maire, notamment pour avoir un Premier ministre de droite et peser sur la constitution de cette nouvelle équipe gouvernementale. Vous aviez trois blocs, le bloc mené par Bayrou, le bloc mené par Darmanin et le bloc mené par l'aile social-démocrate classique. Et cette tendance va vouloir infléchir le président de la République sur un sens ou un autre en fonction de la présidentielle et donc du coup sur les postes à se partager après 2022. Alors, je vais continuer un peu dans la logique. Les deux personnages forts actuellement à La République En Marche, c'est deux anciens ministres LR de droite. Darmanin, on vient d'en parler, et Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, tôt ou tard, on lui en voudra d'avoir distribué des milliards un peu à tort et à travers.
Bon, même si ça a plu à certains, il faut bien que ça s'arrête et puis ça fait grimper l'endettement de 20 points, ce qui est quand même un peu beaucoup, notamment quand on s'appelle Emmanuel Macron et qu'on s'était fait élire sur la maîtrise des comptes publics. Ensuite, la République en marche, c'est tout et n'importe quoi. Quel est maintenant, d'ailleurs, comme Macron change constamment de discours sur tous les sujets, quelle est la ligne directrice? Alors effectivement, quand vous entendez une porte-parole comme Maud Bréjon, de toute façon, quoi que fasse Macron, quoi qu'il dise, quoi qu'il aboie, c'est merveilleux. Rien ne s'est fait de mieux que ce qu'ils disent. Mais les Français sont moins bêtes que ça. Ils comprennent. Ils ont compris que le macronisme apparaît comme une supercherie. On ne peut pas être de droite, de gauche, dire le matin l'inverse de ce qu'on dit le soir et le lendemain matin l'inverse de ce qu'on dira le soir. C'est surtout parce que aussi le macronisme, dans sa promesse initiale, avait promis de la concertation, avait lancé sa campagne de cette manière-là, et on a eu la conséquence qui est arrivée derrière, les gilets jaunes, qui sont descendus dans la rue. Donc c'était ces mêmes personnes. Il y a beaucoup de gilets jaunes qui avaient voté Emmanuel Macron. C'était une vraie déception, parce que Emmanuel Macron, en arrivant, au lieu d'être un président qui fait de la politique autrement, avec des gens de la société civile à l'Assemblée nationale un peu déconnectés, mais qui étaient censés être super connectés puisqu'ils étaient de la société civile. On est tous de la société civile en passant. Ça, c'était un beau message quand même. Les gens y ont cru. Ils étaient persuadés que la façon de faire de la politique allait changer. Et ils n'ont lancé aucun projet qui allait dans ce sens-là. Il s'est installé dans son fauteuil de président de la République et il n'en est plus redescendu. Et il dit non mais c'est pas du tout c'est pas méchant, je n'ai rien contre Emmanuel Macron, je pense qu'il y a des réformes qui sont plutôt des bonnes réformes que j'ai soutenues. Voilà, je ne fais pas franchement de l'opposition pour faire de l'opposition, mais clairement tout ce qui est en matière de concertation, qui avait été une des promesses initiales, n'a pas été faite. En fait, allez, rapidement. Emmanuel Macron, il a fait le même coup que François Mitterrand, en fait, le coup d'État permanent. Il dit en gros, on conteste les institutions de la 5e pour mettre plus de concertation. Il a été le plus gaulien des présidents comme Mitterrand lorsqu'il a contesté le général de Gaulle. Le problème d'Emmanuel Macron sur la ligne politique et ce qui pose problème à la République en marche, c'est que d'habitude, il fait ce qu'on appelle la triangulation. C'est ce qu'a fait Barack Obama, Bill Clinton et Tony Blair. C'est-à-dire qu'on prend des sujets de gauche, par exemple économiques, sociaux, et les sujets de droite sur le régalien. Le souci, c'est que lui, il triangule dans une même thématique. Sur les policiers, il triangule à la fois, il est pour la police et en même temps pour Assa Traoré, ce qui est très compliqué. On ne peut pas trianguler à ce point-là. Et donc la difficulté pour lui, c'est comme il change tout le temps de ligne, le parti n'arrive pas à suivre et à l'alimenter sur une doctrine qui est claire. Parce qu'en fait, en fonction de sa stratégie à la présidentielle, soit il va aller à droite, soit il va aller à gauche, soit il va rester dans le même temps. Et comme le parti n'en sait absolument rien parce qu'il décide quasiment tout seul, en fait, il ne sert strictement à rien ce parti. C'est pour ça qu'il ne le sert à... Voilà. Attention, on va t'arrêter. Il doit considérer que la République en marche est un boulet. C'est pour ça qu'il ne fera rien. Il fera rien pour la sauver. Voilà, tout est dit là. Très bien. On va changer de thématique. Alors juste après la pub, on parlera de nos vacances d'été sous menace Covid, et puis de cette question qui concerne aussi le Canada. Comment faire face au passé de son propre pays? Des statues ont été déboulonnées à l'occasion de la fête nationale du Canada jeudi. On y revient dans un instant. Avons-nous tout intérêt à profiter assez rapidement de notre été, au risque de craindre une rentrée de nouveau placée sous contrainte sanitaire? Vous êtes nombreux actuellement à prendre la route des vacances. La Covid, elle, n'a pas l'air ni de en prendre, ni de vouloir nous laisser souffler. Vous le savez, le variant Delta pourrait bien nous gâcher l'été. C'est en tout cas ce qu'a rappelé le ministre de la Santé hier. On sent que le ton s'est durci, que la menace se fait un peu plus pesante encore sur les épaules des Français pour leur dire « allez vous faire vacciner, sinon c'est la catastrophe assurée ». C'est la seule façon, la seule solution. C'est la seule solution. Il faut vacciner. Il faut redonner confiance aux Français sur ce vaccin. Et effectivement, on peut parler des vaccinations obligatoires déjà pour le personnel soignant. C'est la question qui fait débat. Et bien sûr, mais ils sont pour donner confiance, qui mieux qu'un personnel soignant peut donner confiance à la population pour se faire vacciner. Si vous avez un médecin qui refuse de se faire vacciner, vous comprenez bien que son patient, il ne va pas être tenté par la chose. Après, alors les médecins sont plus vaccinés. On a chiffre 91% des médecins sont vaccinés, mais 54% seulement des soignants. Des soignants et aussi dans les EHPAD. Ça ne montre pas l'exemple. Or, aujourd'hui, la vaccination massive donnera l'immunité collective. On sait qu'il y aura des rappels, on sait qu'il y aura d'autres variants qui apparaîtront, qu'on se fera vacciner comme pour la grippe
tous les ans, mais au vu de ce qui s'est passé, on ne peut pas repartir en septembre avec une nouvelle pandémie qui redémarre. On ne peut pas, on ne veut pas surtout. Et on ne veut pas, je suis bien d'accord. Quand on voit comment la vie reprend dans nos villes, moi j'étais à la fête communale juste avant de venir chez vous, dans ma commune du Coudray-Monceau, les gens font très attention, mais le vaccin est la meilleure des protections. Et pour finir, je pense que l'erreur qui a été commise dans ce démarrage de vaccination, c'est justement d'avoir fait des tranches d'âge et qu'à un moment donné, sur la question des personnels de santé, sur les personnels obligatoires, je pense aux policiers municipaux, agents administratifs, il aurait fallu ouvrir la vaccination tout de suite pour ces gens-là. Un médecin de 55 ans pouvait se faire vacciner, un médecin de 45 ne pouvait pas. Donc je pense qu'il y a eu une erreur aussi de communication sur ce plan-là et en termes de stratégie. Mais bon, maintenant on y est. On grandit avec nos erreurs, mais aujourd'hui on avance. On a quand même, on a des chiffres des vaccinations en France à la date du 30 juin. Ça a quand même augmenté, 33 millions presque, 34 millions qui ont reçu une seule dose et vous le voyez, un peu plus de 22 millions qui ont ces 2 injections. Il n'empêche que les médecins n'arrêtent pas de nous dire attention, il faut qu'on progresse encore si on ne veut pas que ce soit les terrains du virus. Rappelez-vous, le professeur Truc, le comité Bidule, ils nous ont dit beaucoup de choses. Ils nous avaient annoncé 400 000 morts. Mais moi, je suis en plein accord avec ce que dit ma collègue. Simplement, il ne faut pas oublier, au départ, on n'avait pas suffisamment de doses, première chose. Et deuxièmement, malheureusement, on a fait encore au niveau gouvernemental du en même temps. Rappelez-vous. Il aurait fallu être beaucoup plus directif sur la vaccination dès le départ, y compris sur les soignants. Et on a voulu encore ménager le chèvre et le chou. Est-ce qu'il faut donc obliger à se faire vacciner maintenant ? C'est la question dont on sent qui prend de l'importance, même si le gouvernement a un peu reculé en fin de semaine. Est-ce qu'il faut obliger les Français à se vacciner ? Obliger. Ou les personnels soignants ? On peut pas obliger. On est quand même dans un pays de liberté. Et puis c'est anticonstitutionnel. Et puis encore une fois, non, il faut inciter, pour les raisons qui viennent d'être indiquées, il faut inciter fortement les Français à le faire. Et peut-être que, je dirais, le discours assez alarmiste de Véran sur le thème « attention à la rentrée » peut marcher. À titre personnel, je pense que le gouvernement ne reconfinera jamais, si vous voulez. C'est incité, mais c'est un petit peu menacé quand même. Est-ce que c'est la bonne méthode ? Dire aux Français, attention, allez-y, sinon les PCR en plus seront payants, ce sera pour votre poche. Et puis, quand vous voudrez aller au stade ou à un concert, de toute façon, il faudra montrer patte blanche. Si c'est pas obligé, ça, c'est quoi ? Sur la question de l'obligation pour les Françaises et les Français, je crois que le débat, il a été classé depuis un moment. On est plutôt sur l'incitation que sur l'obligation et donc on n'est pas là-dessus. La question qui se pose pour les personnels soignants, moi je veux juste rappeler dans quel contexte on serait à obliger le personnel soignant à se faire vacciner. C'est un contexte aujourd'hui où les soignants sont crevés, sont épuisés, où on a des statistiques sur 8 heures de file d'attente pour être soigné, pour être pris en charge aux urgences à Nantes, sur le fait que beaucoup aujourd'hui de soignants ont envie de quitter l'hôpital parce que ce qu'ils ont vécu depuis plusieurs mois est insoutenable, où leurs conditions de travail sont plus mauvaises aujourd'hui qu'elles ne l'ont été au début avant le Covid, où ils demandent un référendum d'initiative partagée pour parler de l'hôpital public et de la politique de l'hôpital public, et où tout ça, jusqu'à présent, rien n'avance. On est quelques mois après le Ségur et ça n'a rien réglé. Ça n'a absolument pas, sur le terrain, fait avancer les choses. Et c'est à ce moment-là qu'on lance le débat sur l'obligation. On ne pourra pas, à un moment donné, lancer ce débat sereinement si, à côté, il n'y a pas de l'écoute, de la prise en charge et véritablement des changements dans ce qu'est l'hôpital, et notamment sur les soignants. Et c'est pour ça que c'est aussi qui, peut-être, à un moment donné, se disent « mais à quoi bon, quoi ? Est-ce que tout ça en vaut encore la chandelle ? Moi, je suis plutôt pour qu'on réussisse à avoir une vraie politique d'incitation, pour qu'on reprenne le débat avec l'ensemble des soignants sur cette stratégie vaccinale, sur pourquoi, à la fois pour eux, mais aussi pour les personnes qui le reçoivent, c'est important, mais le faire dans le dialogue, parce que là, le faire avec l'obligation, vu le contexte, je le sens vraiment mal. Ça ne marchera pas. Il nous reste quelques minutes pour traverser l'Atlantique. On a souvent parlé sur ce plateau de la façon de faire face à l'histoire de notre pays, surtout si on ne la cautionne pas totalement. Évidemment, il n'y a pas qu'en France qu'on s'interroge sur ce passé. La fête nationale du Canada, jeudi, a été assombrie par de nombreuses manifestations et le déboulonnage de statues de la reine Victoria et de la reine Elisabeth II. À l'origine de ce mouvement, il y a un scandale dit des pensionnats pour autochtones assimilés à un génocide de 4000 enfants amérindiens, métis et inuits. On écoute les précisions de Mathieu Bloch-Côté, sociologue et essayiste au Canada, et puis on en discute ensemble. L'État canadien a eu une politique effectivement d'assimilation active
des populations autochtones, surtout dans l'ouest du pays, donc dans les provinces de l'ouest, le Manitoba, jusqu'à la Colombie-Britannique. Donc, c'est une politique active d'assimilation qui a duré de la fin du 19e siècle jusqu'à de manière assez avancée au 20e siècle. On y voit effectivement des politiques barbares, une volonté d'arracher, on disait la formule classique, c'était tuer l'Indien dans l'enfant pour lui permettre de devenir un Canadien anglais, pour lui permettre de devenir un blanc, comme on disait autrefois. Alors, il y a quelque chose de condamnable. Est-ce qu'on doit pour autant condamner la légitimité même du pays? Est-ce qu'on doit accepter ce nouvel iconoclasme qui consiste à détruire des statues et ainsi de suite? Je pense que là-dessus, la population est beaucoup plus réservée. Voilà, donc certains ont appelé à boycotter cette fête nationale qui revenait, selon eux, à juste célébrer un génocide. On se pose donc la question de cette façon d'aborder l'histoire et de faire face à des moments qu'on ne cautionne pas vraiment, mais qui font partie de l'histoire d'un pays. Pour moi, c'est une sorte de démagogie décoloniale. Je pense qu'il faut toujours assumer l'histoire d'un pays, quelle que soit l'histoire. Moi, personnellement, déboulonner des statues qui sont en prime des œuvres d'art, ça me gêne également. Donc, voilà, je comprends qu'il y ait des manifestations. Je peux comprendre qu'on ait envie d'exprimer quelque chose, mais l'exprimer ainsi, c'est nier aussi l'histoire d'un pays. Je ne suis pas pour ce type de façon de faire. Voilà. Moi, personnellement, ça me choque. Après, je peux comprendre l'histoire du génocide, je peux entendre... mais il y a une histoire. Il faut aussi avoir l'ensemble de l'histoire. Et je ne crois pas qu'on puisse agir comme ça. Quand on vit dans un pays, il faut assumer son pays tel qu'il est. Il faut assumer son pays avec ses forces et ses faiblesses. Si on prend la Révolution française chez nous, ça n'a pas été que des choses magnifiques. Il y a eu aussi beaucoup de crimes. Il y a eu... et on ne va pas tout mettre à la poubelle. On ne va pas brûler le Louvre. On déboulonne des statues. C'est la nouvelle forme de contestation. Moi, je suis totalement contre. On l'a vu pendant les manifestations, même en France. Ils se mettaient à déboulonner des statues, Et puis ça peut être contre-productif aussi. C'est faire disparaître des traces de l'histoire. C'est des traces de l'histoire. On pourrait avoir tendance à vouloir garder, justement, même si on veut, pour s'en servir, pour dénoncer une partie de l'histoire. Il faut assumer. Et pour nos enfants, c'est l'histoire. Si on ne veut pas reproduire des événements, il faut aussi s'appuyer sur l'histoire du passé, qu'elle soit belle ou moins belle. Donc moi je suis contre ce type d'agissement. C'est une belle question qu'on aurait pu poser au bac. A-t-on le droit de faire disparaître des traces de l'histoire ? Oui, puis on pourrait même la compléter par le fait que déboulonner les statues n'efface pas l'histoire. Ne change rien au fond. Voilà, donc c'est peut-être pas par ce biais-là. Il y a le biais qui est celui des colères et peut-être des mémoires qui ne sont pas suffisamment prises en compte dans les histoires officielles. Et ça, c'est des vrais sujets sur lesquels il faut se pencher, sur des histoires qui ont été parfois maquillées et qu'on n'a pas voulu regarder en face. Ça aussi, c'est un vrai sujet. Après, la manière dont c'est fait, et encore une fois, ce qui se passe au Canada est une chose. Je ne connais pas assez la situation pour faire... tout bêtement de la substitution là, mais en gros, si ça se produisait en France, ce déboulonnage des statues, d'après moi, ne règle absolument pas. Non, mais ne réglerait absolument pas. Non, mais avec la partie, on voit bien que là, la question qui est posée, elle est aussi avec le rapport à des populations autochtones qu'on a moins eu dans notre histoire de France à connaître que le Canada ou d'autres pays ont eu à le connaître. Donc c'est pour ça que je dis que je ne fais pas... Mais le problème de fond reste le même. Mais le problème de fond, je vous le dis, déboulonner les statues n'efface pas l'histoire. Ce n'est pas, selon moi, la manière dont on regarde l'histoire, dont on la regarde lucidement, pleinement, dont on peut revenir sur des pans de l'histoire qui ont été parfois mal jugés, mal appréciés, qui ont été maquillés, ça existe, des mémoires qui n'ont pas été forcément prises en compte dans ce qu'elles avaient à exprimer, des difficultés qui ont pu naître, des sauvageries, des tueries, tout ça on peut les regarder. Par contre, déboulonner la statue ne fait pas à un moment donné ni œuvre collective, ni nous faire projeter ensemble dans l'avenir. Jean-Pierre Lecoq, ça pose aussi la question des outils qu'on peut donner à une partie de la jeunesse qui en général fait partie de ces moments pour assumer cette histoire, décrypter et savoir y faire face sans vouloir la réécrire aux yeux, à la lumière des valeurs d'aujourd'hui. C'est que malheureusement, l'enseignement de l'histoire est un peu balbutiant. Alors moi, je veux vous dire, je ne suis pas pour le déboulonnage, je suis au contraire pour, justement, et ça a été dit par mon collègue, essayer de combler les manques de l'histoire. Parce que maintenant, on a des historiens qui revoient, qui revisitent des pans méconnus de l'histoire de France, d'ailleurs dans tous les domaines. Bien,
au lieu de déboulonner les statues ou de maquiller la statue de Colbert, refaisons une statue, j'ai un collègue qui s'occupe de ça, une statue pour le général Dumas, qui était un libérateur, etc., etc. Élargissons le panthéon de ceux qui ont droit à une statue. En matière scientifique, on s'est aperçu que Pasteur, qui est un grand scientifique, mais n'avait pas été le seul découvreur du vaccin de la rage. Il a eu tendance à tout mettre sur lui. Bon, il avait des collègues, peut-être même des femmes qui l'avaient assisté, des scientifiques. Remettons-les à l'honneur. On peut comprendre une partie de la colère, la stupéfaction lorsqu'on découvre des tombes, etc. Je pense qu'il y a un problème pour la cancel culture et les woke, c'est le mode d'expression. On ne peut pas, lorsqu'on conteste une partie de l'histoire, on a honte d'une partie de l'histoire, déboulonner la représentation de l'histoire à partir de déboulonner par exemple les statues. On a eu pareil sur les woke et sur les antiracistes lorsqu'ils ont mis un genou à terre. Le genou à terre pour s'excuser n'est pas valable. Comme l'avait dit Winston Churchill, nous devons notre liberté à ceux qui sont battus debout et qui n'ont jamais mis un genou à terre. Et je pense qu'il y a un problème d'expression sur une partie entière de la génération, notamment des plus jeunes, sur le mode d'expression qu'on a à faire, dans le mode d'expression d'intervention dans le débat public. Les gens veulent de plus en plus investir le débat public, mais par des modes différents. Ils ne vont plus voter, par contre, ils vont aller manifester. Et en fait, c'est l'éducation citoyenne en partie qui est à revoir. Et je pense que le deuxième volet, et la question de la politique mémorielle, Pierre Nora l'a expliqué parfaitement, on a un revirement à partir des années 80. Moi, je couple ça avec les analyses de Marcel Gauchet sur le désenchantement du monde. On a perdu une grande partie de notre repère à partir de l'affaiblissement du religieux, de ce que lui appelle le désenchantement du monde, et le fait de l'affaiblissement de la religion catholique et protestante dans les grands pays occidentaux. Parce qu'on ne rencontre pas ce phénomène en Chine et en Russie, par exemple, ou en Iran, ou en Arabie Saoudite. On le rencontre uniquement dans les pays occidentaux. Le deuxième volet, c'est l'affaiblissement de l'État-nation et de la communauté nationale à partir de la mondialisation. Du moment où le récit n'est plus national, mais qu'on puisse... Ce fameux roman national dont nous parlait Emmanuel Macron. Mais qu'on peut désormais se comparer en fait à tous les autres pays. Et en fait, le récit national, la communauté nationale s'affaiblissent notamment. Et le troisième point, c'est la question de l'éducation. Quand en fait on a une partie de la classe politique qui remet en cause qui pratique la politique de l'excuse, de la repentance, on affaiblit en fait le récit national. Et le deuxième volet, c'est l'affaiblissement de la politique éducative. Lorsqu'à l'éducation, on se concentre sur des activités comme les activités périscolaires, ce qu'a mis en place Najat Vallaud-Belkacem. C'est pas que ça. Le périscolaire, c'est à la fin de la journée, William Tay. C'est une question de volume horaire. Lorsqu'on compare avec les autres pays dans les différents classements PISA, les grands pays, notamment Chine, Royaume-Uni, sont ceux qui sont concentrés sur l'enseignement des fondamentaux. Lorsque nous, on est de plus en plus faible sur les fondamentaux et on se concentre sur ce qui est accessoire plutôt que ce qui est principal. Remettre de l'histoire, réaccentuer, augmenter le nombre de cours, d'heures de cours. Je pense que si on n'inverse pas de politique, on a un risque de déclin et d'affaiblissement complet de notre civilisation française. Non, je t'en prie. Non, oui, j'écoutais l'éducation, mais pour ça, d'ailleurs, je l'ai alerté ce matin quand monsieur Jean Castex est venu dans ma ville, au Coudray-Monceau. Je l'ai alerté sur la problématique aussi des élèves sans affectation, parce qu'aujourd'hui, je le dis pour la rentrée, mais parce que c'est un vrai sujet, parce que vous me parlez d'éducation, donc je ne pense qu'à ça depuis hier. Nous avons en Essonne 800 élèves de 3e qui n'ont pas d'affectation pour la seconde. Donc vous voyez, déjà qu'on commence à les mettre à l'école. Et ensuite enseigner un programme. Et après, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la question du programme et de l'enseignement, parce que c'est là qu'on commence. 30 secondes, Richard Bouillet. Non, mais ça pose aussi la question du rapport à l'histoire. Moi, je prolonge ce que disait M. Lecoq, mais on pourrait très bien avoir sur les statues à Paris même des personnages qui peuvent être controversés dans une partie de leur vie, des QR codes qui permettraient d'avoir des informations un peu plus partagées que celles de l'histoire qu'on nous a racontée. Et l'histoire, c'est aussi comment on écrit l'histoire. Mais Malais Isaac n'a pas fini de raconter l'histoire de France. Depuis, on a eu beaucoup de chercheurs qui ont un peu remis de la lumière là où il y avait beaucoup de zones d'ombre dans ce fameux manuel que nos parents ont bien connu. Merci d'avoir mis de la lumière sur le plateau de Soir Info Week-end. Dans un instant, l'édition de la nuit présentée par Anthony Favalli qui revient sur le congrès du Rassemblement national ce week-end à Perpignan.